The European Radio Show. 3 days to learn about all the trend-setting innovations driving the radio market forward. Les experts sur Connect On Air, depuis le salon de la radio. Toujours sur le grand plateau du salon de la radio et de la radio, du salon de la radio, que je vous rappelle, vous pouvez retrouver en DAB+, que vous pouvez retrouver aussi sur connectonair.com et en vidéo. Vous allez pouvoir voir Gabriel, vous allez pouvoir voir Baptiste et vous allez pouvoir voir quelqu'un dont on a parlé hier soir, Rémi Castillo, le créateur de Jeunes Talents. On a eu un changement de programme. Rémi a bien changé. Non, mais d'un coup, je me disais, il s'est passé quelque chose. Et justement, on en a beaucoup parlé. 42,6 millions, c'est le nombre quotidien d'auditeurs à la radio. Et depuis 1985, c'est la société Médiamétrie qui mesure donc ces audiences pour les décortiquer et les analyser. À l'heure du digital, la consommation des médias, notamment en radio d'ailleurs, a beaucoup évolué. Nous recevons donc aujourd'hui Guy de Troussel. Vous êtes le directeur du pôle local Médiamétrie. Pour en parler avec nous et avec Baptiste Mercier. Oui, bonjour Guy. Hier, une étude de Médiamétrie sortait, elle présentait les résultats d'analyse du comportement des moins de 35 ans vis-à-vis de la radio. On y apprenait notamment que 85% des 13-34 ans écoutent la radio, pour une moyenne quotidienne d'environ 2h06 d'écoute, et que les jeunes ont une image plutôt positive de la radio. Alors Guy de Troussel, vous êtes le directeur du pôle local de Médiamétrie. Comment en arrive-t-on aux chiffres des audiences ? Quel est le travail effectué par Médiamétrie pour en arriver à ces audiences-là ? Alors, petite précision, le 85% c'est de la couverture sur 3 semaines. Oui. Sur une audience quotidienne, c'est un petit peu moins. Même si le média reste très puissant, c'est plus de 7 jeunes sur 10 qui continuent à écouter la radio chaque jour. Alors comment ça marche ? En fait, on est sur des études déclaratives. Vous avez entendu parler sans doute de la 126 000, des médias locaux, tous ces noms qui sont tout simplement une étude téléphonique sur la base d'un échantillon représentatif de la population de 13 ans et plus. Et on interroge tous les jours entre 400 et 500 personnes avec des critères de quotas, sexe, âge, activité, dispersion géographique à respecter sur leur consommation de la radio au cours de la journée. Alors on a enrichi l'étude au fur et à mesure du temps, notamment avec des questions complémentaires 2 fois par an, ce qu'on appelle Global Radio, sur les nouveaux usages. Alors on les appelait les nouveaux usages, et qui sont en fait les usages multimédia, pour détecter un petit peu, aller plus loin sur l'écoute de la radio, savoir comment elle écouter, sur quel support. Voilà, parce que c'est ça, Médiamétrie, c'est l'organe qui analyse les audiences, et on remarque depuis quelques temps, il y a une percée des écoutes sur les plateformes digitales. C'est ça, donc sur 42 millions d'écoutes, ça représente 6,7 millions d'écoutes. Il y a vraiment un entrain vers les plateformes digitales, sur les écoutes des plateformes digitales ? En fait, l'auditeur va au plus simple, au plus pratique pour lui. Et aujourd'hui, pour écouter la radio, on est un peu sorti du schéma classique habituel du poste au domicile et de l'autoradio. Même si l'autoradio reste le grand copain de la radio, faut pas l'oublier, ça c'est fondamental. L'écoute en voiture est fondamentale dans le média aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est facile d'écouter la radio sur son téléphone, tout simplement sur son smartphone. Alors tout le monde n'est pas équipé d'un smartphone, mais c'est une part importante de la population croissante, et notamment sur les plus jeunes. Et la radio maintenant peut s'écouter sur son poste de téléviseur, ça date un peu, mais sur une tablette, sur un ordinateur évidemment, et aussi sur un smartphone en mobilité. Donc on constate depuis quelques années que c'est une part croissante. Alors là on arrive un petit peu à une stabilité à peu près à 12 points de pénétration de l'écoute quotidienne sur des supports digitaux, supports multimédia comme on les appelle, sachant que la grande évolution c'est que le téléphone est vraiment devenu le premier support d'écoute dans les supports digitaux. Et quelle a été l'évolution ? Et puis ça fait combien de temps à peu près que c'est à ce niveau-là ? Pensez juste à un truc, le premier iPhone ça date de 2007. Je fais pas de pub, le premier iPad 2010. C'est pas la préhistoire, c'est pas vieux du tout. C'est moins de 10 ans. Ouais, voilà, faut se dire que. Non, mais il y a eu tellement d'exemplaires qui se sont succédés, on a l'impression que ça fait 20 ans qu'ils sont là. Ça, je le rappelle parce que ça paraît dingue. Donc faut se dire que tout ça s'est passé en une dizaine d'années. Mais ce sont les 10 années, en fin de compte, où il s'est passé énormément de choses. Exactement. Dans le monde du multimédia en général. Tout est né à ce moment-là. Dans le monde des médias en général. De toute façon, il y a une rupture générationnelle. Depuis 10-15 ans, les choses se sont accélérées. Quand je dis rupture générationnelle, c'est un peu abrupt. Mais effectivement, il y a des comportements qui sont différents sur les moins de 25 ans, les moins de 35 ans. Tous les gens qui sont nés dans l'ère digitale. Et c'est clair que ça amène des nouveaux comportements. C'est plutôt vertueux finalement, c'est du plus aujourd'hui. Ce qui est incompressible, c'est la durée d'écoute, parce qu'à un moment on ne peut pas consommer toute la journée. Mais dans les faits, les gens commencent à avoir plus de contacts médias, multimédia au cours de la journée, et dans les 10 dernières années, ça s'est complètement accéléré, c'est assez impressionnant. Mais alors du coup, dans ces changements de comportement, comment est-ce que vous les analysez un petit peu ? Quelles sont les tendances générales que vous avez pu observer sur ces dernières années ?
le premier point, c'est l'écoute en mobilité qui devient absolument essentielle, décisive. Des vraies différences de génération. Je vous disais, il y a 12% de la consommation de radio, de l'écoute radio dans une journée qui se fait sur des supports multimédia, mais quand on est sur les plus jeunes, on multiplie le chiffre par 3 en fait. Donc ça veut dire, est-ce que ça veut pas dire aussi pour les stations qu'il faut s'adresser un peu différemment aux auditeurs? Un plus jeune, j'aime pas dire un jeune en général, mais un plus jeune aujourd'hui a tendance à écouter assez naturellement la radio au casque, par exemple. Ça veut dire que le lien est complètement direct. C'est vraiment très personnel comme écoute. Je veux dire, on est dans sa bulle. Donc ça veut dire que la façon de s'adresser aux personnes est peut-être un peu différente. En tout cas, faut l'avoir en tête. Voilà. Maintenant, il se trouve qu'il y a encore une part très largement majoritaire de l'écoute de la radio qui se fait en FM, dans la voiture, le matin pour aller au boulot, le soir en rentrant. Enfin, ça reste des grands repères qui sont toujours présents. Justement, pour mesurer les usages de l'univers audio, comme vous dites, vous avez Médiamétrie a lancé Global Audio il y a quelques jours. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, effectivement, je vous parlais de Global Radio, qui était comment évaluer un petit peu les supports multimédia dans la consommation de la radio. Et puis, on se rend compte que, on le voit aujourd'hui sur le salon, l'univers de la radio, il rentre dans un univers audio plus général, plus large. On le sait, les stations musicales sont en compétition avec les plateformes d'écoute. Voilà, c'est une réalité de marché, je dirais même d'usage, de vie quotidienne aujourd'hui. Donc on a considéré qu'il était important maintenant d'essayer de positionner la radio par rapport à tous ces modes de consommation de la musique notamment. Donc on vient de lancer dans la semaine une étude qui s'appelle Global Audio, où l'idée c'est un peu de quantifier, alors c'est pas d'opposer les différents usages, mais c'est d'évaluer le poids des différents usages et ce qu'ils représentent. Ouais, voilà, d'avoir un peu une meilleure visibilité, parce que par exemple ici on parle beaucoup de podcasts. On n'arrête pas de parler, c'est le salon du podcast cette année, c'est assez, j'exagère un peu, mais c'est vrai que c'est vraiment le sujet numéro 1. Il y a le DAB, DAB+ ensuite, mais le podcast est vraiment extrêmement présent. Et la radio enrichit. Mais on n'arrête pas de venir me parler de podcast. C'est intéressant de voir qu'est-ce que ça représente finalement au global. Pour l'instant, on n'a pas encore cette visibilité, on sait travailler éditeur par éditeur, mais d'avoir une vision un peu globale dans le volume de consommation de son, finalement, dans une journée, dans une semaine, dans un mois. Quelle est la part réelle du podcast? On sait que beaucoup de podcasts, 8 sur 10 qui sont téléchargés, sont écoutés, tout ou partie, mais finalement, quel est ce volume global de podcasts? Est-ce qu'il y a des vraies différences? On s'est rendu compte que les plus jeunes étaient assez réceptifs aux podcasts, notamment. Mais voilà, il faut qu'on arrive à l'évaluer. Parce que c'est vrai, avec l'évolution des médias, il y a encore quelques années, votre boulot il était relativement simple. En fin de compte, allô, qu'est-ce que vous écoutez comme radio? Qu'est-ce que vous avez écouté ce matin? Et là, maintenant, on se retrouve, ah bah non, mais moi, j'ai pas écouté la radio, ou alors j'ai écouté une radio qui était sur Facebook. Est-ce que ça compte même si c'est pas sur la zone de diffusion de la radio, par exemple? Complètement. Si on écoute, je vais donner un exemple qui m'est propre, une radio en Alsace qui n'émet qu'en Alsace, hop, sur Facebook, on l'écoute, on se retrouve avec des auditeurs en Bretagne. Alors ça, je suis bien placé pour le savoir, parce que ça fait 15 ans que je suis chez Médiamétrie. Je suis donc les marchés locaux, on l'évoquait au début, donc l'étude média locale. Et ça, il y a un truc qui est très, très significatif, c'est que pendant longtemps, on se disait, quand on sort les résultats sur les agglomérations, les départements, tout ce qui écoute hors zone, entre guillemets, c'est-à-dire une station qui ne diffuse pas en FM sur une ville et vous retrouvez de l'audience. Au début, ça nous perturbait un peu. Aujourd'hui, mais je le vois, mais dans tous les résultats médias locaux qu'on peut sortir, c'est un grand classique. Effectivement, ça s'est développé. Vous avez des stations qu'on ne retrouve pas en FM et on va les retrouver assez naturellement, avec une audience, pas forcément dans le top 3 ou dans le top 5, mais assez significative. Qui peut être importante avec la pondération. Qui devient significative, parce que c'est de plus en plus facile d'écouter des stations qui ne sont pas sur leur bassin naturel, entre guillemets, de diffusion. Alors ça peut être lié à un format particulier, une thématique musicale forte ou autre, mais c'est quelque chose, ça on le voit très concrètement. Moi je l'ai vu sur les 10 dernières années dans les médias locaux, c'est ce qui était un petit peu exceptionnel, atypique et nous surprenait parfois, devient standard en fait. Et justement dans Global Audio, qui dresse une cartographie donc du paysage audiovisuel à la radio, il y a notamment un critère de localisation. Ça permet de se rendre compte à quelle échelle locale est écoutée une radio. Ça va surtout être intéressant pour nous. Là, on va pas rentrer dans le détail géographique, je dirais, ciblé au niveau des villes ou des régions. C'est plutôt voir s'il y a une écoute, par exemple, au domicile, en mobilité. On se rend compte que l'écoute en mobilité, en radio, c'est quelque chose d'extrêmement... C'est très simple d'écouter la radio en se déplaçant, c'est quand même un grand luxe. C'est plus difficile de regarder la télé. Donc ça va être d'évaluer sur ces nouveaux usages audio la part qui se fait justement en mobilité. Vous avez également, j'ai vu, un autre outil d'analyse, iStat Podcast,
que vous utilisez pour les podcasts, donc pour mesurer et analyser, c'est ça, les écoutes, les audiences sur les podcasts. Alors là, on est vraiment dans le monde du digital. C'est de la mesure dite propriétaire, c'est-à-dire que vous avez un diffuseur, distributeur de podcasts, et on est capable, mais ça c'est des choses qu'on sait déjà mesurer en streaming en général, que ce soit du live ou du différé. On est capable, bien entendu, d'évaluer la consommation du podcast. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qu'on sait faire depuis des années. Ce qui devient important maintenant, c'est de mettre en face tout ce volume de podcasts. D'ailleurs, quelle est la définition, jusqu'où on va entre les podcasts natifs ou autres, c'est pas évident. Donc voilà, c'est d'aller plus loin que les stats podcast, qui est un outil intéressant de pilotage, mais pour être capable d'évaluer le volume global de consommation du podcast. Parce que Médiamétrie, c'est pas uniquement les audiences, c'est tout un réseau d'analyse, d'outils pour permettre aux chaînes, aux radios de savoir où elles en sont. En fait, les audiences, c'est évidemment le cœur de notre métier. On est connu, reconnu pour ça. Mais ce qui est intéressant, c'est si on veut bien comprendre l'évolution des audiences, c'est de comprendre l'évolution des comportements et des usages. Donc effectivement, il faut qu'on sorte un peu du cadre. Typiquement dans le suivi des nouveaux modes d'écoute entre guillemets ou des modes d'écoute multimédia, on a intégré par exemple une ligne sur les enceintes connectées. C'est petit aujourd'hui, c'est nouveau, mais c'est intéressant dès le départ de savoir si oui ou non, et on voit qu'il y a un tout petit peu d'écoute sur les enceintes connectées, ça va être intéressant de voir jusqu'u on va aller. Vous êtes forcé un petit peu à l'adaptation permanente de votre manière de travailler. Comme on disait précédemment, le métier il a changé, je confirme. Et il a encore vocation à changer, on l'imagine. C'est ce qui nous, motive. Vous déterminez aussi le paysage audio français, parce que moi en tant qu'animateur, je peux vous dire que la veille du moment où vont tomber les sondages Médiamétrie, je peux vous dire qu'en tant qu'animateur, on n'est pas forcément très bien. Et puis que généralement, quand les sondages tombent, eh bien, le coup près peut tomber aussi pour des animateurs, pour les directeurs d'antenne qui remettent en cause toute leur grille de programme. Et vous avez conscience en permanence de cette pression ? Je peux vous dire qu'on en a conscience. Alors on sait nous la rappeler, la pression, on sait, voilà, mais on l'a, conscience. Donc on vous la rappelle quand même. C'est normal, mais je trouve ça tout à fait légitime et normal. Mais je pense que souvent on a l'image de, c'est un peu froid, Médiamétrie. Donne le tempo avec des chiffres, avec des résultats, mais on a beaucoup plus de proximité qu'on imagine parfois avec justement les antennes. On est conscient que nos chiffres vont être utiles et décisifs sur le marché publicitaire, sur la ligne éditoriale d'une station, et tout notre métier ne s'arrête pas au fait de produire des résultats. Enfin, c'est aussi d'échanger avec les stations. Je milite pour ça. Alors là, j'en profite, j'ai la parole, je peux le dire. On rencontre beaucoup de stations. Moi qui suis en charge des marchés locaux, je connais quand même pas mal de patrons de stations locales, régionales. Et c'est hyper important pour nous, parce que ce feedback, cet échange permet de mieux comprendre aussi. Voilà, il y a des évolutions parfois qui sont difficilement vécues pour un animateur, pour un patron d'antenne. Quand on échange, on peut comprendre ce qui s'est passé. Nous, on peut apporter aussi un éclairage un peu plus, avec un peu de distance, avec un peu de recul, c'est peut-être plus facile pour nous, mais qui permet de mettre en perspective les résultats par rapport à un environnement concurrentiel, par rapport à des usages qui évoluent. Donc cet échange, il est absolument fondamental. Mais on est conscient, je vous le confirme, de l'importance que ça peut avoir. Parce que c'est vous qui, quelque part, déterminez les recettes publicitaires, donc la vie d'une radio derrière quand même. Parce que tout ça découle de vos sondages, en fin de compte. Les données sont là pour quantifier, pour donner des repères. C'est marrant, on avait des vieilles pubs comme ça. Imaginez un monde sans repères. Je me souviens, on communiquait là-dessus il y a très longtemps, mais moi je trouve que c'est très juste en fait. On est là pour donner des repères. Après, libre aux stations, aux régies pub de les utiliser à bon escient, bien entendu, avec de l'accompagnement. On est aussi là pour aider, mais bien entendu, oui, on sait qu'on... Alors, sur le marché national, les chiffres font référence, font foi. Je sais très bien que sur les marchés locaux, il y a aussi de la proximité des équipes commerciales avec les annonceurs qui permettent parfois d'atténuer un peu certaines évolutions. Mais évidemment, on est lucide par rapport à ça. Merci beaucoup, Guy de Troussel, d'avoir été avec nous. Merci à vous, Baptiste. Merci Baptiste, merci Guy. Nous allons retrouver dans quelques instants nos experts de l'ISCPA avec un nouvel invité. Découvrez le Salon de la Radio et vivez les moments forts du salon les 24, 25 et 26 janvier 2019 sur Connect en Air.